Bonjour Alan, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle. Merci d'être là, je suis vraiment heureuse de t'avoir. Tu es le premier chef étoilé que j'ai sur le podcast, donc ça change énormément. Merci beaucoup, je suis très ravi d'être ici avec toi aujourd'hui et papoter et raconter plein d'histoires du coup. Ouais, tu as une histoire en plus qui est vraiment passionnante pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es Alan Géham, chef étoilé, entrepreneur multicasquette passionné, père de 3 enfants. Alan, tu es arrivé en France à seulement 24 ans, fuyant la guerre avec une envie folle de t'en sortir. L'énergie d'un môme qui a grandi dans une épicerie familiale. En 2007, tu as ouvert ton premier restaurant, l'année où tu deviens père pour la première fois, et depuis, tu n'as jamais cessé d'avancer. Tu as 2 tables gastronomiques à Paris, 6 restaurants, la chaîne Casti, qui met à l'honneur la cuisine de ton pays d'origine, le Liban. Mais derrière cette réussite de chef, il y a un homme, un papa, un passionné. C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette vision, cet équilibre, c'est ton père qui te l'a transmise en partie alors que tu étais enfant et que tu as grandi dans son épicerie. Quel rôle ce commerce a-t-il joué dans ta famille et dans ton envie d'entreprendre ? Oh, déjà, waouh, là, je me rends compte pas du tout que je suis en train de faire tout ça. C'est vrai, en plus, c'est la réalité des choses. Mais tellement, quand je me lève le matin, je suis un cuisinier dans ma tête. Il faut que je fasse mieux que hier. Du coup, je vois pas qu'est-ce que j'ai fait hier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout grâce à mes parents, mes 2 parents, hein, et une grande partie à mon père. Même quand j'étais gamin, c'était très dur pour moi. Il m'a ramené à l'âge de 10 ans dans son épicerie, il m'a appris de compter, il m'a appris le commerce, il m'a appris d'aller sélectionner les meilleurs produits pour les vendre, l'acheter le produit en pluriel pour le vendre en unité. Il m'a appris d'accueillir les gens, à livrer, et il m'a appris la science de commerce en fait. Tout ça à l'âge de 10 ans ? À 10 ans, et surtout que je prends la responsabilité, qu'il me laissait tout seul dans l'épicerie aussi. Je me souviens qu'il me donnait une paquet de billets, je commence à compter, le moment où je me trompe, je prenais un petit tac. Et du coup, c'était très dur pour moi, je ne comprenais pas pourquoi moi, pas les autres, pourquoi moi que les gamins de mes voisins, ils sont en train de jouer de foot et moi, je suis en train de travailler. Il m'a appris de se lever très tôt, du coup, il faut 5 heures du matin, je sois debout. 5 heures du matin pour aller descendre de la village à la ville pour travailler dans son épicerie, apporter une bouteille de gaz qui était plus lourde que moi, qui montait au 10e ou 12e étage. Du coup, toutes ces choses-là qui s'est passé dans mon enfance, ça a marqué beaucoup. Sauf ça fait une réaction un peu... j'étais dégoûté de mon père, parce qu'il m'a beaucoup appris des choses et je ne comprenais pas pourquoi. C'était dur. Mais au fil des années, quand je commence à grandir et faire des affaires, du coup, la grande question, est-ce qu'Alan, il a fait une école de commerce ? Ben non. Tu as fait l'école j'ai fait du l'école commerce, de la de vie. vrai commerce. Là, je me rencontre à l'âge de 28 ans, qui est tellement mon père, il m'a donné 2 choses qui sont précieuses pour ma vie. Du coup, ça a pris presque 15 ans. Et moi, à l'âge de 18 ans, c'était l'âge que tu dis, OK, maintenant à ton père, maintenant stop, il faut t'arrêter, tu me fous la paix. Et j'ai arrêté de parler avec lui pendant une dizaine d'années. Et à l'âge de 28 ans, où j'ai acheté mon premier restaurant à Paris, enfin, pas encore, mais j'ai pris mon premier poste de chef de cuisine. Du coup, là, j'ai dit, il y a quelque chose quand même. J'aime la responsabilité, compte, ouais. Je me lève toujours tôt, je peux encaisser de grosses journées, je sais compter, parce que dans le commerce, il faut savoir compter. 1 + 1, ça fait 2, et voilà. Et il m'a appris de gestion, il m'a appris énormément de choses. Et là, j'ai dit, waouh, tout ça, j'ai appris quand j'étais gamin. Ça t'a donné envie de cuisiner, de travailler dans une épicerie ou c'était pas encore le cas ? Bon, ça, c'est le côté de ma mère. Le côté de ma mère, aujourd'hui, voilà, l'enfance, je suis né en Libéria quand même, à Monrovia, je veux bien préciser. Il y a eu un coup d'État dans le fin d'année 79-80. On était obligé à quitter notre maison en Afrique pour aller dans le nord du Liban, à Tripoli. Malheureusement, plein de guerre civile. J'ai grandi dans une maison, je ne veux pas dire pauvre, mais une vie sociale très compliquée. Du coup, il y avait peu de nourriture, peu d'argent, peu de choses. Ensuite, mon père, il a ouvert son épicerie. Pareil, c'était une petite épicerie. Du coup, c'était le but de nous ramener à manger. Il n'y a pas plus que ça. Du coup, tous les marques de vêtements ou les baskets, tout ça, ça n'avait pas les moyens. Et ma mère, en fait, elle se cachait toujours dans la cuisine
Elle trouvait la paix à côté de sa gamelle. Du coup, elle cuisinait tout le temps. Elle avait la sens de la hospitalité. Elle aimait beaucoup accueillir les gens, inviter les gens chez nous. Du coup, vraiment, j'ai grandi dans une maison. Il y avait toujours d'autres personnes avec nous à table, d'autres personnes en train de dormir dans mon lit. La générosité, l'accueil, l'hospitalité. Et elle nous a nourri ça, en fait. Elle nous a donné beaucoup d'amour avec ses plats. Du coup, aujourd'hui, c'est ça quand même le commerce d'un restaurant. C'est entre les deux, en fait, entre l'hospitalité, l'accueil, la générosité, et entre la gestion, la commerce et savoir compter et gérer des comptes et tout ça. Du coup, c'est des écoles, vraiment, c'est l'école de la vie. Ouais. Et bien sûr, j'étais beaucoup côté de ma mère, moins côté de mon père, parce qu'il était un peu dur quand même, il était un peu militaire. Et ça a pu te donner cette compréhension des ingrédients, de leur importance, vu que c'était une épicerie. Exactement. En fait, mon père, il m'a envoyé pour sélectionner les meilleurs produits, et ma mère, elle m'a appris de cuisiner avec les meilleurs produits, le transformer, tout ça. Du coup, voilà, c'est ça, vraiment tout, grâce à ces deux personnes qui m'ont donné énormément d'amour. Ma mère, elle continue à me donner beaucoup d'amour. Je vais le voir souvent, je charge mon batterie. Et bon, voilà, du coup, quand tu es gamin, tu grandis avec ces deux écoles. Dans le même temps, tu as un peu côté pauvreté, vie sociale compliquée, guerre civile. Du coup, j'ai perdu pas mal de voisins ou de collègues de l'école. Et là, tu grandis avec un peu de côté, un peu la rage, mais pourquoi moi, en fait, pourquoi c'est compliqué, pourquoi qu'il n'y en a pas, pourquoi ailleurs c'est différent. Je n'ai pas choisi ni dans le pays où je vais naître en Libéria, pourquoi j'ai quitté ma chambre, j'avais 4 ans, pourquoi au Liban, je ne dors pas dans mon lit, je dors dans la cave. En fait, tous ces côtés-là qui m'ont suivi, du coup, ça construit une boule, je ne vais pas dire de la rage, mais une boule que tu as envie de tout exploser, tu as envie de tout, frustration, beaucoup de frustration, exactement. C'est ça un peu l'enfance de Alan. Et en plus, après, donc, tu as été obligé de quitter le Liban pour aller en France à l'âge de 24 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Exactement. En fait, avant de quitter, j'avais juste une petite période dans mon enfance. C'était... En fait, je regardais beaucoup ce qui se passe à l'Occident, et c'est vrai qu'on voyait la cuisine française passer dans les magazines ou dans un série quand il y avait des cités en blanc ou noir. La cuisine française, c'est complètement différent de la cuisine libanaise. C'est vrai, nous, on a l'habitude de manger dans un grand gamelle, une cuillère avec les mains, une pita, c'est comme ça. Après, tu vois l'art de table à la française, le couteau par là, la fourchette à gauche, les plats, les filets de bœuf et tout ça. Je dis, un jour, j'irai à Paris pour apprendre cette cuisine. C'était une idée de gosse, hein, c'est comme ça. Et j'ai fait mon service militaire qui était obligatoire en 92. J'étais très excité pour aller faire mon service militaire, et là, ils m'ont fait un test, et à cause d'une cataracte jeune qui est dans mon œil gauche, du coup je vois pas dedans. Et c'est vrai, je n'ai pas dit que j'étais pas au courant, mais on s'en foutait complètement parce qu'on était plein de guerre. Du coup, si ton œil tu le vois pas, c'est pas une catastrophe. Du coup, pendant mon service militaire, quand j'ai fait le test, ils m'ont dit non, tu peux pas être un militaire. J'ai rêvé d'être un warrior, je sais pas, un marine ou un truc. Du coup, il m'a dit, tu as un problème, tu vas être dans un lieu logistique. Du coup, ils m'ont fait le choix entre plusieurs métiers, et moi, j'ai choisi la cuisine. Bah, tiens, la cuisine, c'est sympa. Du coup, c'était mon premier pas dans la cuisine pendant mon service militaire. Et quand j'ai fini mon service militaire, j'ai cuisiné pendant 1 an et demi, du coup. Je faisais toujours les petits détails, je fais attention au goût, j'aime beaucoup manger, et j'aime beaucoup changer un peu la façon qu'on cuisine au Liban et tout ça. Depuis que je suis gosse, j'ai fait ça. Et tu l'as fait au Liban, ce service militaire ? Service militaire au Liban, exactement. Et ensuite, j'ai fini mon service militaire, et après, voilà, comme la plupart de jeunes Libanais, à cette période-là, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent. On va voyager. Et j'ai dit, tiens, on va aller en France. On va aller en France, aller voir le Tour Eiffel, tout ça. Du coup, mon premier pas, c'était en 95. Je trouvais un passeur qui prend d'argent pour me ramener en Europe. J'ai acheté une visa. J'arrive en Italie. J'arrive à l'aéroport de Milan. En fait, la douane, il me demande si qu'est-ce que je veux faire en Milan. J'ai dit, je suis touriste, je parle anglais. Je suis touriste. Il m'a dit, est-ce que vous avez une réservation d'hôtel ? J'ai dit non. En fait, je n'avais pas. Et en plus, je suis venu avec une vol low cost.
Du coup, low cost, parce que j'avais pas d'argent aussi. Et il m'a demandé, le policier, il m'a dit, mais vous avez d'argent? J'ai dit oui, j'ai $50 dans ma poche. Waouh, le touriste qui va venir en Italie sans réservation d'hôtel avec $50 dans la poche. Du coup, il m'a fait marche arrière et m'a envoyé en Prague, en Tchécoslovaquie à l'époque, parce que c'était le Prague Airlines, je pense, un truc comme ça, ou Tchécoslovaquie Airlines. Elle n'était pas encore Schengen, la Tchécoslovaquie. Du coup, ils m'ont laissé là-bas pendant 3-4 jours dans l'aéroport. C'était un moment très compliqué, très difficile. Et parce que du coup, tu étais en garde à vue là-bas? Ils m'ont lâché dans l'aéroport. J'avais pas d'argent, pas mes affaires, pas de passeport, pas rien. Manger dans le poubelle. Et c'est des moments difficiles, en fait. C'est toute mon enfance, c'était compliqué. Guerre civile, pauvreté, puis en plus, tu étais sur le galère. point d'une nouvelle parenthèse que tu avais attendu, espéré. Exactement. J'ai vu l'Europe par la fenêtre, mais en fait, je me fais retourner. Du coup, de Prague au Liban. Et j'ai retourné au Liban. Des moments sont très difficiles. Du coup, il faut parler beaucoup. Là, aujourd'hui, c'est vrai, on voit Alain Giam avec beaucoup de succès et réussite. Il ne faut pas oublier le moment d'où on vient. Des échecs. Je pense qu'il y a double des échecs que réussite dans ma vie. Mais c'est vrai, on voit souvent la réussite. Mais à chaque recette, j'ai pris beaucoup de leçons. Et j'ai tiré beaucoup de leçons. Et j'ai devenu encore plus fort. Et plus de maturité, plus d'expérience. Du coup, retour à Tripoli en 95 ou 16. Pas d'avenir. Un peu paumé, il faut le dire aussi. Je travaillais comme un livreur dans un restaurant qui fait de burgers, qui fait de grillades. Tu ne pouvais pas travailler comme cuisinier, comme tu l'avais fait? En fait, non, parce que encore, j'ai dit oui, la cuisine, pourquoi pas? Oui, non, parce que le métier de la cuisine au Liban, c'est comme tu rates tout à la vie, tu vas aller dans la cuisine. C'est pas très bien vu, c'est pas valorisé. C'est une métier que, genre, travailler à la mairie ou poubelle ou un truc, vraiment, c'est bas de gamme. Okay. À l'époque, maintenant, ça changeait un peu. Ben voilà, du coup, oui, cuisinier, tu ne veux pas le dire ça. Ensuite, je retourne et je commence à accumuler des dettes parce que l'argent que j'ai pris pour aller voyager, du coup, je me suis prêté de l'argent de mon père qui ne donnait pas à mon père qui a prêté de l'argent avec les billets, tout ça. Du coup, je commence à accumuler beaucoup de dettes et je continue à bosser comme livreur de burgers et pizzas dans ma ville Tripoli. En 99, j'ai rencontré un autre passeur pour une somme de $7,000 qui me fait sortir de Beyrouth pour aller à Paris sans visa. C'est la folie, quoi. Pour moi, tu dis, première fois, tu as payé $5,000 pour un visa, il te fait retourner à l'aéroport. Maintenant, quelqu'un te dit, je te ramène moi sans visa en France. Par contre, il faut que tu payes 7 000. En fait, c'est la folie, mais juste tellement la situation, c'était compliqué, tellement j'étais pas bien, je vais juste 1% d'espoir à croire qu'un jour, je peux y arriver. Du coup, tu le lâchais pas, ce rêve-là? Je le lâchais pas, mon rêve. J'ai jamais baissé les bras. Du coup, j'ai dit oui. Du coup, je suis arrivé à l'aéroport de Beyrouth, passeport tout neuf. Il m'a fait passer à la douane. Je monte dans l'avion. J'arrive à Orly sans visa. Et du coup, il y a quelqu'un là-bas qui m'appelle de l'avion. Il m'a mis dans un bureau. Au bout de 6 heures ou 7 heures, du coup, c'était très long parce que moi, j'étais en train de transpirer, trembler dans tous les sens. Oui, tu avais peur qu'on te renvoie. Parce que j'étais renvoyé la première fois. J'ai dit, c'est sûr, ils vont me renvoyer encore. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient. Il me fait sortir d'un porte à l'extérieur, enfin, par derrière les portes de l'aéroport d'Orly, dans le parking, avec une visa de 7 jours diplomatique. Du coup, c'est un groupe, c'est des gens qui sont bien organisés. Et là, je me suis trouvé à Paris le 12 mars 1999. Mais pas bien, quoi. J'avoue, c'était pas bien. En fait, tu passes dans une phase, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que tu rêves? Est-ce que c'est quoi? Tu l'avais tellement idéalisé que quand ça t'est arrivé, tu l'as pas vraiment intégré. Et en plus, c'était pas forcément non plus l'arrivée que tu avais imaginée. Ensuite, avant acheter de visa, j'ai essayé à voyager en Grèce, aux États-Unis, en Suède. J'étais refusé partout. En Malte, j'étais refusé partout. Et voilà. Du coup, je suis arrivé à Paris, voilà, je connais personne, je parle pas français. Au bout de quelques jours, je trouvais un boulot dans un chantier. C'est le chantier qui m'a fait sortir de la rue. Et je commence à faire le bâtiment au quartier du Chou à Créteil. Il y a des immeubles comme le Chou. C'était mon premier job.
Du coup, voilà, travailler là-bas, dormir sur place. Au bout de quelques mois, je trouvais un poste de plongeur dans un snack, bien sûr clandestin, j'avais pas de papier, dans un snack dans le 16e arrondissement. Le matin dans le chantier, le soir dans la plonge. Mais j'étais très content et très heureux, quoi. J'étais mal payé. Mon premier job dans le chantier, c'était genre 5 000 francs, 800 euros. Et c'est normalement, elle est payée au moins 3 000 euros parce que c'est un métier à risque de monter sur le chauffe-eau pas déclaré, c'est travail clandestin comme ça. Et le soir, j'étais plongeur dans un snack. Du coup, tous les mois, j'étais payé peut-être 200 euros, 150 euros. Quel a été le moment pivot pour toi dans ces mois, enfin ces premières années en France? Mais tellement tu as souffert quand tu étais jeune, tellement tu as passé dans une phase très compliquée, guerre civile, tu as perdu des voisins, des collègues de l'école. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah oui, c'est dur, ou je fais de peinture, ou je fais de nettoyer les immeubles avec un Karcher et tout ça. Franchement, là, c'était le paradis pour moi. Le jour que je suis arrivé en France, j'ai dit waouh, tout va bien. Et là, j'ai pris un bon chemin. Par contre, le chemin que j'ai pris, c'est tout droit. Il n'y a pas à gauche, à droite. Je ne vais pas regarder en arrière. C'est vraiment aller foncer tout droit, tout droit, tout droit. Les choses petit à petit commençaient à prendre forme. Par contre, j'ai resté presque 1 an ou 15 mois sans papier. Du coup, j'étais beaucoup dans le milieu de bâtiments. Il y avait beaucoup de gens qui parlent arabe. Et c'est ma langue paternelle. Et parler aussi dans la cuisine libanaise, pareil, on parlait. Du coup, je parlais pas français, mais moi, j'ai envie vraiment d'apprendre la cuisine française, j'ai envie d'apprendre la culture française. Du coup, c'était... Après, ensuite, j'ai acheté mes papiers, je payais de l'argent contre mon carte de séjour. Maintenant, je le dis comme ça facilement, mais bon, ça a pris un peu de temps quand même pour dire ces choses-là. Et ensuite, au bout d'1 an et demi, j'ai eu mon carte de séjour. Et là, j'ai quitté tous ces milieux de chantier et de la plonge. Et je suis allé poster à cause d'un voisin qui travaillait maître d'hôtel dans un restaurant qui s'appelle Le Totem. Il m'a fait venir avec lui comme aide cuisinier, qui te fait la plonge, les salades et tout ça. Ça a été ta première C'est mon premier chemin, exactement, entrée dans la restauration française. Tu avais de toute façon cette idée-là, dès que tu arrives en France, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu as grandi avec l'idéal de la cuisine française, de la gastronomie. Ouais, c'est ça la question. Pourquoi au Liban, j'ai pas fait cuisinier? Pourquoi en France? En fait, quand je suis venu ici, j'ai vu le chef. Vraiment, c'est un métier qui est beaucoup respecté aussi. Le chef comme un médecin ou un pharmacien. Du coup, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, voilà, maman, voilà, je vais être dans la cuisine. Elle m'a dit, pourquoi dans la cuisine? Regarde, ton cousin, il est pharmacien. Ton frère, il est ingénieur. Ta cousine, elle est médecin. J'ai dit, maman, ici, métier de cuisine, elle est très respectée. Et c'est un chef, c'est comme un avocat ou comme un médecin. Du coup, là, j'ai décidé de rentrer. J'ai dit, je te promis, quand je rentre dans la cuisine, je vais vraiment réussir et tout ça. Du coup, j'avais cette côté toujours envie, côté frustration, d'arrache, que j'ai envie de tout faire, en fait. J'ai envie de tout exploser et surtout pas regarder derrière moi, juste regarder devant moi. Même mon passé, il me suit beaucoup, même jusqu'à maintenant, il me suit beaucoup, mon passé. Et mon enfance aussi. Du coup, on arrivait, on rentre dans la cuisine française. Premier problème, au bout de 2 semaines, le chef ne veut pas me garder à cause barrière de la langue. Du coup, moi, je parlais anglais et libanais. Du coup, je ne parle pas français. Et là, j'étais presque en pleurs. J'ai dit, mais vraiment, il faut me donner ma chance. Je vais faire des efforts à apprendre à communiquer en français et tout ça. Et en partant, il y a quelqu'un qui travaillait au restaurant. Il m'a dit, mais tu sais, Alan, pour parler français, c'est toujours mon voisin. Et pour parler français, il fait écouter de la musique et regarder des films en français. Du coup, du premier album de la musique française, je commence à écouter Lara Fabian, Charles Aznavour et regarder tous les films, dessins animés en langue française pour vraiment j'apprends, mes oreilles s'habituent et tout ça. Et pareil, c'était ma mission quand j'entrais à la maison après 12 heures ou 15 heures de travail. C'est un livre de la cuisine française et un livre de vocabulaire, de dictionnaire. C'était pas assez rapide comme maintenant, parce que maintenant avec YouTube, réseaux sociaux, machin, sur Internet, tu trouves tout facilement. Il n'y a même pas d'intelligence artificielle qui va te traduire et te parler. Oui. Mais à mon époque, il faut aller au Fnac, tu prends un livre, tu te mets, tu regardes la recette, comment on fait une vinaigrette, comment faire un proverbe, verbe présent au futur, au passé. C'était dans les livres à mon époque. Mais finalement, c'est fou parce que en fait, tu as tout appris sur le tas déjà dans cette épicerie avec ton père. Et en France, tu réapprends tout sur le tas, mais pour parler français, pour...
t'habituer. Donc, tu avais déjà cette culture, en tout cas, d'apprendre les choses par toi-même. Voilà. En fait, le lien entre cette épicerie et ma vie ici, c'est juste vraiment, je peux dire, la dureté de la vie que tu peux le supporter et tu peux baisser les bras. C'est là, tu vas à l'épicerie, l'âge de 10 ans, on va te lever à 5 heures du matin. Bah, voilà, mon fils, je viens le lever là le matin, s'il lève à 10 heures, il commence à râler sur moi, les trucs. Du coup, 5 heures du matin, tu vas descendre de la montagne, aller faire le queue à la boulangerie pour acheter des sachets de pita. Tu fais les queues pendant 1 heure. Ensuite, tu ramènes le pain. Tu vas remonter chez les gens, livrer partout. Tu prends de l'argent, mais l'argent, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas payer, en fait. Là, tu travailles pour amener à manger pour la maison, pour la famille. Bah ça, c'est dur. C'est la vie, elle est comme ça, elle est dure. Du coup, c'est ça qu'aujourd'hui que j'ai ramené avec moi en France. Quand je vais aller monter sur le chauffe-eau qui faisait 0 degré, qui a nettoyé les meubles avec un Karcher, c'est bon, tu es formé à être à la dure. Tu es formé comme ça. Tu as grandi comme ça, avec une vie qui est dure. Où tu manges ici, j'ai mangé de baguettes avec des cornichons et beurre. Et le jour de fête, j'ai mis une boîte de thon dedans. Voilà, c'était comme ça parce que mon enfance, elle était compliquée, c'était dur. Je trouvais tout est facile ici, en fait. Vous voyez le truc ? De toute façon, tu avais cette envie, cette niaque-là de réussir. Dans le totem, tu as pu y rester et monter petit à petit les échelons. Bien sûr, après cette chance qu'il m'a donnée, du coup, je commençais vraiment à me donner à fond par rapport à la langue française, trouver des mots. J'ai un livre, il est toujours chez moi. C'est un livre, il te met la photo de légumes et fruits et en bas, comment tu le prononces sur tomates, concombres, courgettes. Il est toujours dans ma bibliothèque. Et je commence à apprendre, je commence à progresser. Bien sûr, premier à arriver au restaurant, dernier à partir. Jamais de me poser la question combien je vais être payé ou quel jour je vais prendre. C'est vraiment juste bosser. Du coup, les choses commencent à être plus faciles. Pas plus faciles, mais un peu évoluer en fait. On voit aussi que tu es impliqué, que tu es engagé. Ah oui, j'ai engagé énormément. Et j'ai fait que de belles rencontres. Du coup, avec le rencontre, les gens ils m'envoyaient à gauche, à droite. On m'a proposé des postes qui étaient mieux que où j'étais. J'ai eu mon premier studio, c'était 6 mètres carrés, mais j'étais seul, j'étais content, avec une fenêtre qui était dans le plafond. Ensuite, j'ai pris un autre studio au bout d'1 an à 15 mètres. Waouh, j'étais content. Les choses commençaient à être mieux. J'ai rencontré des gens. Et ces gens-là, vraiment, j'ai fait que des bonnes rencontres. Et ces gens-là qui m'ont permis aussi d'évoluer et avancer, quel que soit dans la cuisine ou dans la vie. Économie, bien sûr. Mon père, il m'a pris de compter. Du coup, tout mon salaire, j'ai dépensé pour le loyer, les impôts, les trucs. Ensuite, j'ai fait d'économie de la première année. Premières 2 ans, c'était vraiment pour payer les dettes. Et ensuite, le 5e ou 6e année, je commençais à dire aujourd'hui, en fait, mon carrière, je le fais quand j'étais commis. J'ai toujours mettre un objectif, il faut que je sois un chef de parti. Quand j'étais chef de parti, j'ai dit je vais être sous-chef. Quand je suis passé sous-chef, j'ai dit je vais passer chef. Du coup, toujours, je l'ai gardé un peu plus haut que moi. Et j'ai grandi petit à petit comme ça. En 2002, j'ai eu mon premier poste de chef de cuisine ou sous-chef dans un restaurant qui s'appelle Zongo. Et ensuite, j'ai continué à bosser. Après, voilà, chef de cuisine dans pas mal de bistrots. Je commence à faire d'économie. Et en 2006, j'ai décidé d'ouvrir la table un restaurant. C'est le rêve de chaque chef, qui est avoir son propre restaurant. Et je tombais amoureux de l'auberge Nicolas Flamel, rue de Montmorency. J'aime beaucoup Harry Potter. Il est dans le livre. Moi, je pensais que c'est un acteur. En fait, non, c'est un personnage qui existait dans le 15e siècle. C'était un alchimie. Il faisait la pierre philosophale et tout ça. Et je suis allé voir. Il est à vendre. Oui, ça coûte trop cher. J'avais pas assez d'économie. Du coup, j'ai travaillé dedans, autant salarié. Et ensuite, je montais un dossier pour acheter cette auberge en 2007. Elle est située où dans Paris ? Au 51 rue de Montmorency. Ouais, 51 rue de Montmorency. C'était un grand virage dans ma vie. Du coup, premier virage, je pense que la première virage, c'est quand j'ai pris mon cadre de séjour. Du coup, tu quittes le milieu de chantier et la plonge et tu vas dans la gastronomie française, bas d'échelle. Ensuite, deuxième virage, quand tu deviens chef de cuisine quand même. Et troisième virage, c'est quand tu achètes ton restaurant en 2007. Ça, c'était vraiment un parcours un peu fort dans mon carrière. Mais tu avais déjà ces étapes-là, cette vision et...
En fait, l'idée, les choses, en fait, il y a pas de question, tu vas aller tout droit. Je continue dans la même chose. Alors, je vais vous dire, là, ça fait 26 ans que je suis en France, mais je continue dans la même chose. Je me lève le matin, il faut que je fasse mieux que hier. Il faut que je corrige ce que j'ai commis des erreurs hier et aujourd'hui, il faut que je fasse mieux. Et surtout, il faut que je travaille dur pour que je sois à la hauteur de tout ça, en fait. Là, je vais tout qui soit parfait dans ma vie et tout ça. J'ai une exigence énorme sur moi, sur mon travail, surtout. Il n'y a aucun moment j'ai dit maintenant c'est bon, je suis chef étoilé, j'ai des restaurants, mais loin de ça en fait. Et quelle était ton ambition à l'époque avec l'auberge? En fait, l'auberge, bien sûr, j'ai pris l'auberge, j'ai acheté des livres de la gastronomie française, je commence à apprendre les métiers dans mon restaurant avec des livres. J'allais faire des formations dans l'école d'Alain Ducasse en 2007, que j'avais les moyens. Avant, je n'avais pas les moyens pour payer une école de beaucoup de fortune. Et j'ai mis sur le plaque électrique où j'allume la lumière dans mon restaurant, objectif d'entrer dans le guide Michelin en 2006-2007. Du coup, je continue à apprendre les métiers, travailler sur moi. Et en 2017, j'ai ouvert une table dans le 16e arrondissement qui s'appelle Restaurant Alain Géham. Et c'était la première fois que j'ose appeler un restaurant avec mon nom. Mais le problème, en fait, jusqu'à 2017, je n'assumais pas mon histoire. Okay. Je n'assumais pas mon histoire. Parce que l'auberge Flamel, il y avait de la cuisine libanaise ou pas encore? Non, pas du tout. Là, il ne faut pas me parler de Liban. En fait, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé en France, c'est changer mon nom, prénom et oublier mon passé. Je pensais que tu peux oublier tes passés. J'avais un problème avec mon histoire, c'est très compliqué. Ça me bloque. C'est une histoire très forte qui te revient tout le temps. Mais il faut le dire, et quand tu le dis, il faut que tu sois vraiment en confiance. Mais le début, tu l'as fait, tu es autodidacte, étranger, tu as passé par un passeur, deuxième passeur, troisième passeur. Oui, tu as un gros rejet de tout ça et tu voulais repartir de zéro d'une page blanche. Exactement, du coup, j'ai raconté une histoire que tout le monde a envie de l'entendre, ou un truc normal. Genre, mes parents m'ont envoyé en France pour faire des études, que j'ai fait Ferrandi au Médéric, je travaillais chez les grands chefs. Ça, c'est une carrière que tout le monde le fait. Et je pensais, c'est ça le bon carrière, c'est ça la belle histoire. Mais ça m'a pris presque 17 ans ou 18 ans pour commencer à être décomplexé de mon histoire. Qu'est-ce qui t'a fait l'accepter, justement? En fait, je pense que tu prends d'âge un peu, du coup, tu as tes restaurants, tu es marié, tu as des enfants. Devenir papa, ça t'a fait mieux accepter ton histoire? En fait, tu deviens papa, on devient un peu plus mature. C'est des forces aussi de la vie aussi. J'ai eu un enfant en 2009. Je me suis divorcé en 2012 avec sa maman. Pareil, parce que ma vie, c'était restaurant, cuisine, tout. En plus, j'étais jeune. Tu vas gérer un restaurant, 2 restaurants, une maison, un enfant. Et en fait, la vie, elle t'apprend des choses, comment tu trouves un équilibre. Et en 2013, j'ai rencontré quelqu'un, après 1 an après mon divorce, qui n'habitait pas à Paris. On commence à discuter ensemble et on a commencé à parler ensemble presque 1 an et demi, sans se voir. Qui venait du nord de la France, moi j'étais à Paris. J'ai senti beaucoup en sécurité avec elle parce qu'on ne se voyait pas. Que moi, je fais toujours cette côté... j'ai divorcé, tu as toujours cette côté, tu sens la culpabilité parce que ton fils, il n'est plus à la maison et tout ça. Mais j'étais un peu, pas paumé, mais c'était pas à fond dans la cuisine aussi. Genre, j'avais un restaurant qui avait un bar à tapas, qui fait ce cocktail. Du coup, après, j'ai rencontré ma femme actuellement. On s'est vu une fois à Lille. Et ensuite, quand j'ai vu, j'ai dit, voilà, c'est elle la femme de ma vie. Et ensuite, elle a déménagé à Paris. Et avec cette rencontre, en fait, il y a eu plus de paix, en fait, dans ma vie, plus de confiance. Elle m'a apporté cette côté zen, cette côté qu'il y a des gens aussi qui sont très honnêtes, que tu peux leur faire confiance. Tu as senti que tu es aimé, mais aimé pour la personne que tu es, pas qu'est-ce que tu as. Et parce que appartement tu reflètes aussi, peut-être parce que si tu avais inventé un peu cette histoire au début, elle t'a accepté dans ton entièreté. Exactement, elle m'acceptait avec un enfant en garde partagée, avec toute ma vie, elle m'acceptait avec ma passion. Du coup, le moment que tu sens que tu es aimé, ça c'est la première chose qui donne un grand force aussi pour aller explorer le monde en fait. Du coup, c'était un grand tournant aussi de ma vie, cette rencontre. Du coup, on a eu première fille Léa, ensuite deuxième fille Margot.
On se remariait et là, on commençait à travailler tous les deux. Même elle n'est pas avec moi dans la cuisine, ni dans la salle, ni dans les grands fights, mais déjà elle me supporte avec toutes mes idées folles. Déjà, c'est génial. Voilà. Quand tu es devenu papa la première fois, ça a déjà changé quelque chose en toi, dans la façon de cuisiner, d'aborder la cuisine, d'aborder ta passion? Parce que pour l'instant, toute ta vie, ça avait été réussir, passer les étapes, passer les échelons. Attention, pas réussir. Entre chaque réussite, il y a au moins 10 échecs. 10 oui, bien sûr, mais je veux dire, tu avais toujours cette image mentale de surmonter ma cet vie, échec. c'est un combat, en fait. C'est un combat. Et être papa, c'est un moment qui est très émotionnel. Quel que soit avec Enzo, Léa ou Margot, quand tu prends vraiment ton fils dans tes bras, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et tu sens la responsabilité que maintenant tu t'occupes de toi et t'as un enfant aussi. Aujourd'hui, en 2017, du coup, 2017, 3 ans, rencontre avec Loué, on avait Léa. Léa 2015, Léa. J'ai ouvert la table d'Alain Géam. Et là, c'est ça ma vie, c'est ça mon histoire. J'ai envie de la raconter. Je sens que je suis prêt à la raconter. Est-ce que tu dirais que la naissance justement de ta fille t'a poussé à ouvrir ce restaurant? Je ne vais pas faire le lien entre les deux, mais c'était... En fait, j'avais besoin de temps pour réconcilier avec mon histoire. J'avais du temps à réconcilier avec ma carte d'identité. Parce qu'aujourd'hui, première chose que j'ai fait, j'ai déchiré mon carte d'identité quand je suis arrivé en France. Parce que je ne veux plus de ça, en fait. Je veux effacer mon passé. Je me suis trompé. Du coup, ça m'a pris 18 ans pour assumer cette histoire. Et en 2017, j'ouvre cette table. Et c'est la première fois que je commence à mettre des saveurs libanaises dans ma cuisine. Les gens commencent à dire « Waouh, génial, impeccable, beaucoup d'émotions ». Moi, j'ai senti l'émotion encore très fort. Souvenir à ma mère, à tous les plats que je mangeais quand j'étais gamin. Et un jour, il y a un monsieur qui rentre, quelques mois après l'ouverture du restaurant, qui prend la mini-dégustation et il paye l'addition. Et ensuite, il m'appelle. Il m'a dit, voilà, je suis l'inspecteur Michelin. Là, j'étais en train de regarder, je suis en train de trembler. Là. Et j'ai dit, monsieur, voilà, juste pour vous dire, moi, je suis quelqu'un autodidacte, j'ai jamais fait de formation, jamais bossé chez des grands chefs. Mais ma cuisine, c'est juste que pour dire merci à maman, c'est une cuisine française, c'est une cuisine de cœur, avec des saveurs libanaises. Et du coup, ce monsieur, il est parti. Je n'ai pas de nouvelles jusqu'à 3 février 2018. Je reçois un coup de téléphone le soir pour me dire bonjour, je suis Michael Ellis, le directeur de Michelin. Du coup, c'est l'ancien directeur de Michelin. Bienvenue à la famille Michelin, tu auras ton première étoile. Du coup, j'ai dit, moi, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il m'a dit. La seule chose que j'ai dit, merci, 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 merci. Et j'ai accroché le téléphone et j'avais la bouche ouverte. Je suis parti trop loin. Je dis, waouh, qui va imaginer que en 99, le mois d'avril, tu es sur le chauffaudage de l'immeuble et quelqu'un il va te dire, Alan, 18 ans après, tu vas être le seul chef d'origine libanaise étoilé. Mais c'est vraiment plus qu'un rêve, en fait. C'est plus une série sur la télé ou un truc comme ça. Du coup, mon carrière, ça a repris encore un autre virage important aussi. Oui, ça t'a apporté beaucoup de visibilité, cette étoile. Au début, j'étais vraiment comme un sinistre dans ma vie. J'avais des bistrots qui s'étaient pleins, mais tellement il y avait des gens... En fait, le lendemain de le Michelin, la cérémonie, ils m'ont pris directement sur le plateau de télé. Et ensuite, le lendemain, il y a un monsieur qui est rentré dans la cuisine et il m'a dit, moi, je suis de l'agence AFP. Moi, AFP dans ma tête, genre, c'est un petit magazine, c'est l'office de tourisme, un truc pour regarder... Il m'a dit, c'est quoi votre fruit préféré? J'ai dit, voilà, mon fruit, c'est la grenade. Du coup, il m'a pris la photo avec la grenade et cette photo, elle a fait le tour du monde en disant que voilà, un ancien sans papier qui est devenu étoilé. Du coup, ma vie s'était beaucoup chamboulée et je me suis séparé de 2 bistrots pour rester concentré sur l'auberge du Café Flamel. Et ensuite, d'origine libanaise, du coup, c'est l'étoile et la cuisine. Ça m'a concilié ma relation avec le Liban. Et c'est pas normal, tu es libanais, mais tu n'as pas un restaurant libanais. Pendant 2 ans, je réfléchis à un concept qui s'appelle Kasti. Kasti, ça veut dire Kassati en libanais. Et j'ai ouvert mon premier bistrot Kasti en février 2020. Du coup, quelques semaines avant le Covid. Et ça, c'est pareil, c'était un grand leçon. Du coup, tu fermes les restaurants.
Tu fermes tes restaurants. Tu sais pas quand est-ce que tu rouvres. Exactement. J'ai pris un emprunt bancaire presque 500 000 euros. Et vraiment, c'était la désastre. Là, je ne sais pas quoi faire. Je dis non, ça va pas terminer mon histoire comme ça. C'est la fin du monde. On fait quoi? Tu viens d'avoir l'étoile et là, la situation fait que... En fait, non. C'était... il y a toujours un truc que j'ai appris aussi, toujours dans la crise, où il y a beaucoup d'opportunités qui créent, en fait. Et là, aujourd'hui... la vie, c'est des leçons après des leçons. Du coup, quand il y a un échec, tu t'inquiètes pas, il faut te tirer des leçons, tu vas aller rebondir sur autre chose. À te réinventer un petit peu cette période de Mais pandémie. bien sûr, c'était mon dessein d'ouvrir un restaurant libanais avant le Covid, parce qu'aujourd'hui, la mode de la livraison, la gastronomie, on ne peut pas les livrer, en fait, c'est très compliqué. Du coup, heureusement, il y avait ces restaurants libanais que j'ai commencé à faire travailler dans la cuisine le matin et livrer les soirs. Je peux te dire, c'était la meilleure période. J'ai cartonné pendant le Covid. Ah oui, d'accord. Oui, donc tu as vraiment retourné la situation à ton avantage et ça t'a permis finalement de pivoter ton business. Exactement. Donc, et après, voilà, quand le Covid est fini, j'ai ouvert un autre casting pour le sandwich et le street food. Et après, on a complété avec des pâtisseries et tout ça. Et je commençais à être sollicité pour du consulting. Du coup, voilà, j'allais faire des missions un peu partout, et en Suisse, à Courchevel. Bon, alors, et attends, parce que là, la question sous-jacente, c'est comment tu as fait, comment tu fais pour combiner ta vie de papa de 3 enfants avec cette vie de chef ultra remplie? En fait, c'est une histoire d'organisation. Déjà, il faut aimer qu'est-ce que tu fais. C'est, comme je te dis, il y a des moments qui sont compliqués. Moi, par exemple, hier, j'ai pris le train de 6h pour aller à Lausanne. Je suis arrivé à 10h15, j'ai bossé toute la journée. Je suis entré à 23h30 à Paris. Du coup, je suis passé presque 18h à l'extérieur. Mais il faut aimer, en fait, qu'est-ce que tu fais. Le moment où tu y aimes, il faut que tu sois organisé. Il faut aussi la personne avec toi que tu soutiens. Et après, tout est facile derrière. Voilà, tu peux pas faire ça tout seul, tu peux pas appuyer plus sur le travail que la maison. Tu peux pas dire, tiens, je vais rester à la maison, je m'en fous mes restaurants. Il faut vraiment trouver un équilibre. Et après, aujourd'hui, j'ai fait tout ça pour... moi, je profite pas. Qu'est-ce que je fais, en fait? Moi, je cours tout droit. Je cours derrière quoi? Que je sais pas, en fait, je veux juste que je existe, que et tu as l'impression de profiter quand même un peu de tes enfants dans cette vie. Oui, bien sûr. En fait, tout ce que je fais, c'est pour ma femme et mes enfants qui trouvent leur sécurité, qui ne manquent à rien et tout ça. Même, je répète toujours à mes enfants en disant, il faut connaître les valeurs de choses. Aujourd'hui, oui, papa, il habite dans le Marais, mais papa, quand il a à ton âge, il n'était pas dans le Marais, il était dans la guerre civile, dans le nord de Liban. Dans le marché, dans le souk. Voilà, c'est ça le truc que j'essaie de partager avec eux, un peu l'histoire de mon enfance, que je dis que nous, on a la chance, on a tout ce qu'il faut, mais ce n'était pas mon cas en tout cas. Et eux, comment est-ce qu'ils voient ton rôle de chef? Est-ce qu'ils peuvent te reprocher parfois d'être trop impliqué dans ton travail, de ne pas être assez présent? Aujourd'hui, oui, c'était le cas de Enzo, mon fils, que je commençais à parler plus avec lui et s'expliquer aujourd'hui. Il a 16 ans maintenant, c'est ça? Il a 16 ans, oui, bien sûr. Là, maintenant, on parle comme des potes, en fait, comme des copains. Et bien sûr, il admire beaucoup ce que je fais. Même, il n'a pas envie de faire la restauration, et je comprends. Et j'avoue, moi, je n'ai pas envie de le pousser pour le faire. Je vais laisser vraiment choisir le métier qu'il aime. Parce que la restauration, c'est une grande histoire. Quand tu rentres dedans, tu ne sors plus, parce qu'il faut un métier de passionné. Il y a beaucoup de sacrifices, énormément. Du coup, je sacrifie énormément pour y arriver. Et derrière, je fonce tout droit, en fait. Je fonce tout droit, je ne pose pas de questions. J'ai fait des livres, je raconte mon histoire, mon Liban. J'ai fait un livre aussi sur la cuisine libanaise traditionnelle. Et là, il y a un livre qui sort sur la pâtisserie, le baklava et tout ça. Et donc lui, il veut pas devenir chef. Tes 2 autres filles, est-ce que par exemple tu as pu, ou même Enzo, ils ont pu des fois participer un petit peu, tu les as emmenés avec toi dans les cuisines, dans les restaurants, même s'ils veulent pas forcément devenir restaurateur ou chef, tu leur as transmis Léa, elle a plus envie d'être une pâtissière. Du coup, elle fait que maintenant on commence à faire des gâteaux, des choses. Elle a 9 ans, elle commence à vraiment toucher au gâteau. Elle le fait tout seul, elle fait de cookies. Déjà à 9 ans, c'est bien. Ouais. Et Margot, elle est plus petite, du coup. Enzo, il veut pas. Il veut manger, oui, mais pas ni faire à manger, ni travailler dans le restaurant. Même cet été, j'ai dit, voilà, tu vas faire pendant les vacances scolaires 20 heures par semaine.
On va voir comment ça va passer. Margot, elle est encore petite. Et oui, le restaurant, c'est une partie de notre vie, hein, en fait. Ils savent bien, ils passent du temps là-bas, ils sont dans le restaurant et tout ça. Comment est-ce que tu gères la charge mentale de papa et de chef cuisinier à la fois? Charge mentale, moi, j'ai ma deuxième passion de la cuisine, c'est vraiment la boxe. La boxe anglaise, elle m'a suivi toute mon carrière. Du coup, j'étais toujours en coupure, je travaillais midi soir et l'après-midi, je traînais dans la salle de boxe. Aujourd'hui, je suis vice-président d'une salle qui s'appelle le Ring Parisien, rue Léopold-Bilan, dans le deuxième, que j'ai toujours mes habitudes, que je pars à 17h. Même là, récemment, j'avais beaucoup de déplacements, je ne suis pas allé à la salle, mais ça me manque. Puis c'est un moyen de défouler là-bas, de vider tout le stress dans la salle de sport. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur moi, sur le management, parce que le management d'être humain, on est nombreux dans le groupe maintenant de l'AGM. Il faut vraiment que tu travailles, que tu canalises tout, tu te mets j'ai des règles dans ma vie. Quand tu t'énerves, tu perds. Du coup, il faut contrôler toujours, il faut écouter. C'est rigolo parce que le management, on en a parlé dans un autre épisode de Biz & Bibs avec Raphaël Maisonnier qui a lancé justement une plateforme pour aider les managers à monter en compétences et à mieux manager. Et pour lui, il y a un vrai parallèle à faire entre les enfants et le management, que les enfants t'apprennent tellement de choses sur toi. Et aussi t'apprennent beaucoup de compétences, par exemple le feedback positif quand un bébé te sourit parce que tu le cajoles ou tu le prends dans les bras. Et est-ce que toi, devenir parent, ça a changé ta façon un petit peu de manager tes équipes? Moi, je n'ai pas fait le lien entre les enfants et le management. En tout cas, tu sais, je compris un truc, en fait, être un manager, il faut avoir un charisme, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Être un leader, être un charisme, un leader. Et ça, c'est le problème aujourd'hui que je travaille beaucoup avec mes responsables, parce qu'aujourd'hui, je manage pas mes équipes en direct. Tout ça revient vers moi, la décision vers moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être tout seul. Je sais pas si c'est une chance ou pas, avec des crédits, bien sûr, avec la banque. C'est vraiment de donner de conseils aux managers comment ils managent leur équipe. Pas les commander, il faut le respecter, il y a quelque chose ça va pas, il faut le mettre à leur place, mais avoir un charisme d'un leader. Du coup, aujourd'hui, je déborde l'énergie et le rêve et des projets toujours. Du coup, partout où je vais, cette énergie, je transmets aux gens autour de moi. Du coup, ils sont directement excités, ils sont à fond. Ça, tu l'as appris avec tes expériences, en fait, et ta façon d'interagir avec tes équipes. Toi, quand tu n'étais pas encore au niveau où tu en es aujourd'hui, et maintenant que tu as ces différents restaurants-là. Et exactement. On apprend tous les jours, hein, tous les jours. Il n'y a aucun moment... En fait, qui est gênant dans la cuisine, on apprend tous les jours. Et dans la vie aussi, on apprend tous les jours, on prend d'expérience. Et surtout, rester focus sur le projet. Et jusqu'à quand, je ne sais pas, mais voilà, là, je suis à fond, quoi. J'ai l'impression que je viens de commencer dans le métier. Tu me disais que tu te sentais aujourd'hui mieux organisé dans ta tête et dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé pour que tu te sentes plus aligné comme ça? Moi, c'est mon épouse. C'est mon épouse, c'est ma vie personnelle, c'est mes enfants. C'est un grand équilibre dans ma vie, en fait. C'est très important. Aujourd'hui, certes, je ne suis pas souvent à la maison, mais on consacre des moments. On a un planning pour ma vie professionnelle, un planning pour la maison. Et il y a des moments que je suis avec mon épouse, un moment avec mes enfants, un moment avec Enzo aussi qui est avec nous. Et beaucoup de moments, du coup, je suis en déplacement, en voyage ou dans les restaurants. C'est quoi typiquement pour toi un moment de qualité avec tes enfants? Vous faites quoi? Franchement, un moment de qualité pour moi, c'est on a une maison à la campagne, à Montdelieu de la Napoule, dans l'arrière-pays, sur une petite vallée comme ça. C'est quand je vais là-bas, je cuisine tout le temps, hein. Midi, soir, hein. On mange vraiment pas à l'extérieur. Je fais de plats extraordinaires pour mes enfants. Je m'occupe d'eux et ensuite je me pose et je regarde un peu la nature et ça fait beaucoup de bien. Là, tu mets un peu tes idées en place, tu t'organises. Bien sûr, je ne suis pas une machine, hein. Des fois, tu sors un peu. Oui. Tu as des moments de doute, tu as des moments de fatigue mentale, tu as des moments de déception. Tu sais vraiment à récupérer et mettre les choses bien en règle
dans ta tête, et ensuite tu te lances, tout ça. C'est Et quoi c'est vraiment ces moments de qualité pour moi. C'est quoi le plat fétiche que tu aimes leur faire? Ah, bah, le plat fétif, là, par exemple, dernièrement, c'est un truc c'était simple, hein, c'était des cuisses de canard confites avec la peau qui était croustillante, la cuisse de canard était bien confite à la perfection, et il y avait des pommes de terre, il y avait une mousseline de pommes de terre à côté, et j'ai fait à manger pendant 3 jours ou 4 jours, et souvent les enfants qui me disent « Ah, mais ce plat-là, c'était magnifique ». La dernière fois, c'était comme un gnocchi avec du fromage. C'est des choses simples, mais tellement le gnocchi, elle était fondante à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, gourmande avec la crème et le fromage. Bah je m'amuse avec les plats, et c'est les enfants ils me disent ah papa t'as numéro 1 ces plats-là, numéro 2 ces plats-là. Ils t'aident à cuisiner quand tu fais ces plats-là? Léa elle fait toujours de la pâtisserie avec moi. Enzo je le mets sur la machine à la vaisselle, il râle comme ça, il n'est pas content. Et Margot, voilà. Elle profite. Elle profite, et je l'interdis de manger de ketchup parce qu'elle met de ketchup partout, et moi ça m'énerve le ketchup. Pas sur la cuisse de canard. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants ils retiennent de ton expérience, de ton histoire? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre, toi? En fait, voilà, mes enfants aujourd'hui, ou ma femme aussi, j'ai envie qu'ils soient fiers de leur papa, en fait. Ils comprennent, peut-être ils font comprendre plus tard que oui, j'étais absent de la maison, mais j'ai fait quelque chose quand même. J'ai en train de créer une histoire, une très belle histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour la gastronomie libanaise? Il y a pas, le Liban, il existe depuis des milliers d'années. Il y avait beaucoup de milliers de chefs avant moi. Mais voilà, j'essaie à créer quelque chose. Aujourd'hui, voilà, un chef de cuisine qui a eu il y a quelques jours un chevalier de l'ordre de mérite, il est étoilé Michelin, quel que soit en France, dans le monde, je pense, il n'y a pas d'autres chefs. Et j'ai commencé des zéros. En fait, j'essaie à créer l'histoire, et juste que tout est possible si on a la persévérance. Qu'ils ne m'en veulent pas que j'étais absent de la maison, que j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose, que ma mère, qu'elle soit fière aussi, qu'elle me voit passer à la télé, elle me voit des articles, tout ça, elle est toujours inquiète. Bon, voilà, c'est ça le truc. Après, je les aime énormément, Est-ce qu'il y a un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir en tant que papa entrepreneur? Quelque chose que tu as appris, du coup, après sur le tas? En fait, j'ai aucun regret, parce que chaque étape dans ma vie, elle m'a aidé à être la personne qui est là aujourd'hui. Du coup, c'est des moments très difficiles et très longs. Aujourd'hui, l'étoile, ça a pris juste 18 ans de ma vie, en fait. J'ai mis d'objectifs 2006-2007, j'ai eu en 2018. 11 ans, tu cours derrière un objectif. Le voyage en France, tu commences en 2015, ensuite tu arrives en 99, du coup, c'est presque 5 ans, tu es en train de cavaler et à accumuler des dettes énormes. Chaque chose que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu avec la difficulté, et ça, j'ai plus de plaisir. Du coup, je regrette aucun moment dans ma vie. C'était que des leçons sur des leçons, et tout est précieux, en fait, du début de mon carrière jusqu'à maintenant. Si tu devais résumer ce que devenir papa t'a apporté dans ta carrière, ce serait quoi? Papa, c'est la plus belle chose qui arrive à un homme, être papa, avoir ses enfants grandir, évoluer. Aujourd'hui, je regarde mon fils qui est plus grand que moi, j'ai les yeux qui brillent. Je regarde mes 2 filles, je suis beaucoup inquiet sur eux. Qui passent là, j'ai mes yeux qui courent derrière eux, en fait. C'est ça aujourd'hui, le papa. C'est beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. On a besoin dans un grand carrière, à avoir beaucoup d'amour aussi. Finalement, c'est aussi, tu disais qu'il n'y avait pas forcément de lien, mais c'est vrai que quand tu as ouvert le restaurant Alan Geham, c'était aussi la naissance de ta fille. Ça t'a aussi apporté cette réconciliation entre ces deux facettes de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es aligné dans qui tu es, dans ton histoire? Je pense vraiment, c'est grâce à Dieu, tout mon destin, il était vraiment fait à tout est millimétré, chaque chose, elle était à sa place quand des choses qui s'arrivaient. La rencontre avec Chloé, c'était un moment très compliqué dans ma vie. Divorce, papa, j'ai perdu mon père en 2012, j'ai arrêté d'aller à la salle de boxe, tout ça. J'étais un peu dans une période très noire. Du coup, tu rencontres la plus belle rencontre de ma vie, c'était elle. Du coup, c'est ton destin, en fait, à rencontrer cette personne. Et après l'arrivée de Léa en 2015 et Margot de 2020, et enfin vraiment tout ça arrivé comme ton histoire, elle est écrite comme ça, en fait. Pour ça, je pose pas de questions aujourd'hui. Juste que je travaille, je vais tout droit, et
J'ai dit, voilà, il faut que tu sois honnête dans ta vie, tu sois honnête, tu travailles honnêtement et tu laisses les choses arriver. Mais par contre, il faut donner beaucoup d'énergie et de moyens pour arriver les choses. Il ne faut pas attendre. Hein. La chance, il ne faut pas dire, ah, j'ai la chance. Non, la chance, il faut aller le provoquer. Et tu vas l'avoir aussi, il n'y a pas de problème. C'est quoi les prochains projets alors que tu as de prévus? Voilà, le premier projet, c'est juste travailler très dur pour mériter toutes les choses qui sont autour de moi. J'ai des restaurants, il faut que vraiment qu'ils soient en bonne santé, qu'ils travaillent bien, satisfaire les clients. C'est beaucoup. Un restaurant, il y a beaucoup d'énergie derrière. Hein. Entretenir la qualité de mets, le test d'accueil, l'accueil. Il y a énormément de choses. Il y a le livre de la pâtisserie qui sort en octobre, en novembre, sur les gâteaux libanaises. Bien sûr, je vais aller me lancer. Je retourne au Liban travailler. C'est la première fois depuis 27 ans. Ça te fait quoi de retourner au Liban et avec ce statut? J'avoue, c'était une décision qui était très compliquée parce que le Liban, dans ma tête, c'était uniquement ma mère quand je vais aller le voir et je reste quelques jours, je retourne en France. Et là, je signais avec un grand hôtel, 5 étoiles. Je vais m'occuper de tout le service de restauration chez eux, tout le F&B et c'est une grande responsabilité. Est-ce que finalement, c'est un peu un retour aux sources et une revanche sur ce que tu as quitté là-bas? Tu pourrais dire que tu en es fier de revenir avec ce nouveau job et de te dire j'ai réussi, j'ai quitté le Liban et avec ce rêve et là je reviens avec ce poste-là. En fait, il y a des choses qui sont... Je suis comme ça en fait, je ne vois pas la fierté ni de la réussite en fait dans ma tête, mais juste il y a quelque chose, c'est pas un côté de revanche, mais c'est vrai, il y a t'as parti un gamin en clandestin avec un passeur, tu reviens 26 ans après chef étoilé avec un chevalier en France et ensuite tu viens pour gérer le plus beau hôtel qui est au Liban aussi. C'est quelque chose qui est très beau, c'est magnifique. C'est vrai, c'est incroyable, c'est magnifique. Ouais. Mais moi je trouve que tu peux être en tout cas très très fier du parcours que tu as. Ah, merci. c'est vrai que tu dis que tu as du mal à voir, toi, que pour toi, il faut continuer de travailler très dur. Je suis d'accord avec toi, les choses qu'on a, rien n'est acquis et il faut continuer de le faire. Mais je pense que on peut prendre un moment pour voir tout ce que tu as fait et se dire que c'est quand même fou, tu l'as fait. Et en plus, tu as construit une vie de famille avec 3 enfants, une femme qui t'a permis de tirer le meilleur de toi, de trouver la paix et l'amour que tu cherchais, donc c'est beau. Voilà. C'est une très très belle histoire. En tout cas, j'étais ravie de te recevoir au micro de Biz & Bibs. On souhaite une très longue vie à tous tes projets de restaurants. Merci beaucoup. Et de livres, et on a hâte d'aller goûter dans les différentes tables. Bien sûr, on va aller tout de suite. Merci Alan. Avec plaisir. Avec plaisir.